Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle René Bougie. Je suis l'apiculteur gourmand de la Mielerie King, distillerie et hydromellerie. Et nous sommes présentement au podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Je vais vous parler, bien entendu, du référencement. Apple et Spotify allaient donner une belle note de 5 étoiles là-dessus. Puis aussi, Patreon, un abonnement Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4$ par mois. Fait que vous allez avoir du stock exclusif sur Patreon. Les podcasts qui sortent aussi en exclusivité là-dessus, avant d'être public pour tout le monde. Et puis, ça va encourager une petite production de podcasts purement indépendante. Hey, aujourd'hui, je suis avec René Bougie de la Mielerie King, aussi connu sous le nom de l'apiculteur gourmet. Lui, je l'ai découvert par hasard sur TikTok. Souvent sur TikTok, on voit tout le temps les mêmes affaires. Tout le temps les filles qui font tout le temps les mêmes patentes de danse avec les mêmes musiques en arrière. Puis à un moment donné, quelque chose de différent. L'apiculteur gourmet. Il était, la vidéo que j'ai vue sur TikTok, il était à la fromagerie Warwick, avec qui que j'ai fait un podcast avec les frères Sébastien et Éric Lemay. Donc, j'ai checké un peu ce qu'il faisait, puis j'ai dit « Hey, Colin, c'est bien le fun! » Quelqu'un d'autre à découvrir. Donc, salut René! Hey, bonjour! Ça va bien? Oui, toi? Yes, sir! Hey, écoute, René, Good. Moi, là, ce que j'aime dans les podcasts, c'est de faire découvrir du monde, faire découvrir des productions. Tout ce qui est le fun, tu es dans le miel, tu fais aussi de l'alcool, puis tu as aussi comme un petit sideline que tu t'amuses avec l'apiculteur gourmet où tu vas goûter plein de produits. Puis, exact. là, tu vas nous parler de toi. D'où c'est que tu viens? Tu as grandi où? Comment tu t'es retrouvé avec la Mielerie King? Raconte-nous un peu tout ton background. C'est bon, c'est moi. Moi, j'ai un parcours un peu atypique, là. J'ai toujours touché au monde agricole, au monde horticole par le côté gauche. Moi, j'ai été élevé à Kings Effort, là, au centre du Québec. Puis, mon père, ma mère ont toujours eu une petite fermette. On avait des animaux. On était toujours en train de travailler dehors. On a travaillé dans des serres également à Saint-Lucien. Puis, on a toujours travaillé ici dans la terre, à travailler des choses. Mais, moi, j'ai toujours été celui qui était un petit peu plus intellectuel, qui aimait bien ça, porter un autre type de regard par rapport à tout ça. Puis là, pendant quelques années, mais la vie m'a apporté ailleurs, en fin de compte. Là, je suis vraiment parti plus... moi, j'ai fait des études en droit. En fin de compte, j'ai un bac en droit. Puis après ça, j'ai fait ma maîtrise. J'ai fait une maîtrise en Europe en sciences politiques. Puis après ça, j'ai finalisé une maîtrise en administration quand je suis revenu au Québec. Puis après ça, mon parcours m'a mené à travailler au début dans le monde municipal, à travailler, c'est ça, comme à la direction générale de quelques municipalités. Puis là, j'ai toujours gardé comme hobby des choses à l'extérieur, pour me changer la tête, puis décrocher un petit peu. Puis là, à un moment donné, je me suis lancé dans l'apiculture pour le plaisir, vraiment en gentleman farmer. Là. Fait que ça, c'était en 2013 à peu près. Ouais, en 2013. Okay. Puis j'ai commencé ça avec mon beau-frère au début. Je suis allé suivre une petite formation chez Apiculture Patnaud. Après ça, je me suis acheté mes premières ruches, mes premiers nucs. Là, j'ai commencé à m'amuser là-dedans, tranquillement, pas vite. Puis là, mon miel, je le donnais à gauche, à droite. Puis, tu sais, elle va dire, quand j'allais au champ avec mon beau-frère, quand on allait là à peu près au dojo, là, pour faire le suivi de nos ruches, pour s'assurer que tout allait bien,
Mais en réalité, ça nous coûtait plus cher d'alcool que de miel qu'on récoltait, là. Parce que dans les faits, c'est ça, on prenait vraiment ça comme un hobby, on s'amusait, on regardait dans le temps, je prenais mon temps, je regardais qu'est-ce qui se passait dans les ruches, je pouvais passer genre 1 heure à ouvrir la ruche puis à regarder genre une abeille naître, une reine, comment elle se promenait dans la ruche. C'était vraiment un hobby, vraiment tranquillos. Puis là, à un moment donné, sans mauvais jeu de mots, j'ai comme eu la piqûre, puis là, j'ai fait comme, mais on pourrait augmenter notre nombre de ruches, fait que passer de 2 à 4, de 4 à 6, à 10. Puis là, après ça, là, j'avais de plus en plus de miel, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce miel-là? Fait que là, on s'est mis, là, il y avait des petits marchés publics, la balade gourmande qui est arrivée aussi par là. Puis ils cherchaient du monde dans un mini-marché à Chesterville, notamment où j'ai été DG. Hein. Puis là, ils disaient, ça te tenterait-tu d'avoir une table pour vendre tes produits? Puis je dis, ouais, je vais aller vendre mon miel. Ça va être pas pire, là. Puis après ça, le maman a dit, on pourrait faire aussi du caramel avec ça. Puis, ouais, on va faire du caramel. Puis on se faisait des cornets à tir de miel aussi. Puis on se trouvait bien drôle. Puis on vendait ça on the side, tu sais. Fait que, bref, au début, c'était, on faisait juste les marchés, puis là, on se faisait demander notre stock de plus en plus, tu sais. Puis là, on était comme nous autres, on continuait toujours à faire ça juste par les fins de semaine, tu sais. C'était vraiment toujours comme un petit hobby, tu sais. Puis là, dans les marchés, on faisait un peu plus de marchés, puis on aimait ça, tu sais, puis on aimait la vibe que ça avait, tu sais. Puis moi, j'ai toujours été un peu gourmand, là, tu sais, puis j'aimais ça surtout comme dans les marchés d'aller. Moi, j'ai toujours fait du troc, là. Fait que là, je disais, on va te donner ça, tu te donnes ça à la place. Fait que là, je mangeais des affaires des autres, puis là, on s'amusait, puis c'était vraiment une belle camaraderie. Puis là, après ça, on s'est dit, on pourrait augmenter nos produits parce qu'on a encore plus de miel, puis on sait pas trop quoi faire avec, tu sais. Puis à un moment donné, on est tanné de donner des pots de miel à tout le monde, puis tout ça, là. Fait que là, on s'est mis à faire de la sauce. Ma mère est vraiment une super bonne cuisinière. Fait que là, on s'est dit, on pourrait faire des sauces miel moutarde, des sauces miel et ail, tu sais, parce que tout le monde nous disait, à toutes les fois qu'on faisait des marchés, des fois, le monde faisait comme, on n'aime pas ça sucré. Mais nous autres, on est comme, on a des affaires salées. Fait que là, on se trouvait bien drôle. Fait que là, on faisait tout le temps des sauces que nous autres, on aimait. On faisait nos propres moutardes, nos propres ketchup, tu sais, toute la patente. Fait que bref, petit peu par petit peu, mais là, on s'est mis la main de plus en plus dans le tordeur, tu sais, puis là, ça grossissait. Puis là, tu sais, il y avait, c'est ça, moi, mon père, ma mère, mon beau-frère, tu sais, c'est ça, mon frère également qui était là-dedans. Puis on avait chacun nos jobs à temps plein à côté. Puis là, t'sais, on n'avait pas de local, là, on faisait tout ça comme, moi, je mettais mes ruches toujours chez des amis. Après ça, moi, c'est ça, j'ai pas de terre agricole non plus en tant que tel. Mes parents, ils ont une petite fermette, là, mais pas assez pour tout entreposer l'ensemble des ruches quand que ça s'est mis à grossir, là. Puis là, c'est ça, on mettait souvent j'ai des oncles qui font de la culture les oncles à mon père plutôt, là, qui font de la culture biologique. Fait que là, on les mettait dans ces champs-là. J'ai un de mes oncles aussi qui était à côté, que lui, il avait une petite fermette aussi, puis surtout des poneys Welsh qui fait, genre, puis il y a un peu d'animaux à bœuf, tu sais, mais c'est vraiment. Lui non plus, c'est on the side qui fait ça, là. Fait que bref, petit peu par petit peu, mais là, notre affaire continuait à grossir. Puis là, mes parents, à un moment donné, c'était à peu près en 2015-2016. Là, mes parents, c'était devenu un entrepôt chez eux, pour le vrai. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Et il y avait des pots Esprit partout. On mettait des palettes dans la cave. Puis là, c'était vraiment rendu notre usine de transformation. Puis là, mes parents, ils ont dit, là, même si on continue à faire ça, là, on the side, là, faut qu'on se loue un local. Si on se loue pas un local, on arrête là, parce que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, genre craqué comme on était, on est comme OK, on se loue un local. Fait que là, finalement, on s'est loué un local. Ah, ça y est, c'est un peu de niaisage, j'espère. Fait que là, à Kingsley, il y avait un programme intéressant. Il y avait comme ils ont comme des condos industriels ils ont comme un loyer progressif. Fait que là, tu peux comme louer ton local, puis tranquillement, pas vite, grossir tes affaires. Puis, tu sais, nous autres, ça nous convenait parfaitement, tu sais, parce que, tu sais, on n'avait pas d'actifs, de terre ou de bâtiments, tu sais, pour commencer. Tu sais, nous autres, comme je disais tantôt, tu sais, oui, on a toujours été sur des fermettes dans le monde agricole, mais on n'avait pas d'actifs, tu sais, de grosses terres. Fait que là, on s'est dit, hey, ça, c'est parfait pour nous autres. Fait que là, tranquillement, pas vite, là, on a loué ce local-là. Là, au début, on a loué ça. On avait loué 3000 pieds carrés. Puis on était comme 3000 pieds carrés. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? C'est bien trop grand, mais c'est pas grave. On va commencer de même. Et tabarouette, je te dis une chance pour le vrai qu'on a pris 3000 pieds parce que après 1 an, on se marchait déjà ses pieds. Là.
Hey, là aussi, ça a été vraiment rapide parce qu'on a loué ce local-là. Me semble que c'était à l'automne 2016, puis à l'hiver, en décembre 2016. Mais là, j'ai pris la décision de lâcher mon autre job à temps plein pour devenir pauvre officiellement. Puis, puis me lancer en fait dans l'entreprise avec ma mère aussi à temps plein pour commencer. Hein. Fait que là, les deux, on est tombé à temps plein dans l'entreprise à vivre sur nos REER. Puis pendant ce temps-là, mais mon frère, lui, venait nous aider parce que lui, il travaillait une semaine sur deux au foyer, puis comme cuisinier. Fait que là, il faisait sa semaine. Puis là, la semaine qui était en congé, Mariété, il venait la passer avec nous autres à travailler au local, faire les événements, aller dans les marchés et tout ça. Fait que là, au début, ça reste comme ça. On continue au début à faire juste du miel, des sauces, du caramel. Puis là, tranquillement, on se dit, hey, nous autres, on avait toujours trippé à faire de l'alcool aussi. Tu sais, parce qu'on avait pas assez d'occupation dans nos vies. Hein. Fait que on s'était mis à faire de la bière, que, tu sais, comme plein de monde font dans leur garage, puis à faire du tout grain, puis à faire vraiment tout un... s'amuser avec ça. Puis étonné que j'avais bien du miel, mais là, je me suis dit, hey, il y a du sucre dans le miel. Je pourrais faire de l'alcool avec ça aussi. Fait que là, on a commencé à faire. Au début, les premières recettes que j'ai faites, une chance que je me suis pas fié là-dessus pour lancer une business parce que ça goûtait la piste. Mais tu sais, c'est normal, tu sais, c'est comme, on savait pas exactement comment ça marchait, qu'est-ce qu'il fallait contrôler. Puis là, finalement, on s'est mis à lire là-dessus. Je suis allé suivre des formations, mon frère aussi. Puis là, finalement, on a vraiment affiné nos procédés. Puis là, à un moment donné, quand on s'est senti prêt, on a dit, OK, là, je pense que c'est le temps qu'on arrête de faire de l'hydromel dans des touris là, de 20 litres. Puis là, on va s'acheter de l'équipement, tu sais. Fait que là, au début, on s'est acheté notre première cuve de 1000 litres, tu sais. Fait que là, en même temps qu'on faisait toutes nos autres affaires, mais là, on a parti notre hydromellerie. Puis là, avoir tous les permis avec la RACJ, puis toute la patente. Et là, c'était vraiment tout un monde pour le vrai qu'il fallait apprendre. Parce que, tu sais, on s'entend, nous autres, on était vraiment des néophytes là-dedans. Tu sais, comme je te dis, on a vraiment... On est allé un peu go with the flow. C'est notre hobby, tranquillement pas vite. On a eu du miel. On se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Puis là, ça s'est mis à grossir. Fait que là, au début, on a commencé à faire des hydromels en bouteille. Puis après ça, on s'est mis à faire des mistels. Puis après ça, mon frère, lui, Ouais, excuse. Ouais, dans le fond, l'hydromel, c'est de l'alcool fabriqué à partir de miel. Oui, exact, okay. Exact. Là. En réalité, c'est vraiment un vin de miel. Comme on prend du miel, de l'eau, des levures. Nous autres, on met des nutriments, on contrôle la température, mais la base, c'est vraiment ça. Ça fermente, puis ça donne un style de vin. Puis souvent, quand on pense à l'hydromel, là, on pense souvent comme au truc médiéval ou encore que les Vikings qui boivent dans des crânes esprits avec des cornes. Là. Mais il n'y a pas juste ça comme hydromel. Maintenant, il y a une panoplie. C'est comme boire du cidre ou encore boire des bières. C'est pas parce que, mettons, t'aimes pas la Bud que t'aimeras pas nécessairement une IPA ou encore une bière brune ou encore d'autres types de produits comme ça. Là, en réalité, il y a tellement un éventail de choses qu'on peut faire là, avec l'hydromel là, que, bref, c'est ça. Nous, au début, on s'est vraiment lancé là-dedans à faire des hydromels. Comme là, on a fait un blanc sec, on a fait un rosé avec des canneberges du coin aussi. Puis après ça, on s'est mis à faire aussi des hydromels en canette, des hydromels légers, avec 4,5% d'alcool. On s'est acheté une canetteuse aussi. Puis là, étant donné que mon père, c'est un taponneux aussi. Là, on a tout remonté la machine, on a tout fait en sorte que ça fonctionne bien. Puis là, après ça, étant donné que nous autres, notre but, c'est, comme on vend du miel, mais nous autres, qu'est-ce qu'on aime surtout faire, c'était s'occuper de nos abeilles, puis après ça, de transformer le miel de plein de façons possibles, tu sais. Fait que là, après ça, on a décidé, nous autres, qu'on voulait distiller notre alcool aussi. On s'est dit, on est rendu au vin, mais pourquoi qu'on pogne pas le vin puis qu'on le passe pas dans notre alambic pour faire du fort avec ça, tu sais. Fait que là, finalement, on est allé suivre des formations aussi par rapport à ça. Fait que là, on s'est mis à faire de l'eau de vie, un style de vodka. On s'est mis à faire du gin. Après ça, là, on est en train de faire des genres de rhum alternatifs. Bientôt, on va sortir un brandy. Puis, une autre petite affaire qu'on est bien fiers qu'on a faite, c'est qu'on a commencé à faire une crème alcoolisée style Amarula. Là. Fait que pour faire ça, mais là, ça aussi, c'était toute une patente. Là, parce que nous autres, on pensait que c'était bien facile au début. On s'est dit, une crème alcoolisée, on va faire comme de mes amis suisses dans le rang qui font juste mélanger ça avec de la crème, tac, on va servir ça dans des verres puis il n'y aura pas de problème. Non, c'est pas si facile que ça. Là. Ça split, ça, quand c'est pas bien homogénéisé, pour le vrai. Là. Fait que, bref, là, on a eu une subvention du fédéral pour aller dans un centre de recherche parce qu'on a appris
qu'au Québec, c'est toutes les crèmes là, qu'on voit, là, ces étagères, là, que ce soit le sortilège ou encore d'autres crèmes comme ça. Là. La crème à glace ou le coureur des bois, les patentes de même. Oui, coureur des bois, les affaires que même les nouveaux qui ont sorti, là, la Gaspésie, là, mais en réalité, tout ça, là, mais c'est fait avec de la crème qui vient des États-Unis. C'est comme, c'est surprenant, hein? Moi, au début, je suis tombé en bas de ma chaise parce qu'au début, quand on avait essayé de s'informer à du monde, puis là, personne ne savait comment faire pour ça, jusqu'à temps qu'on rencontre un consultant qui nous a dit, ben oui, vous avez juste acheté cette crème-là pré-mélangée, c'est comme une crème pré-alcoolisée. Après ça, eux autres, ils te l'envoient ici. Toi, tu mets ton mélange d'arômes dedans avec ton alcool pour la remonter en taux d'alcool, puis t'arrivais. Puis là, nous autres, quand on a appris ça, on a dit, t'es-tu malade dans ta tête, toi? Puis dit, nous autres, esprit, on se fend derrière pour faire en sorte de vendre nos produits, de faire en sorte que les mondes encouragent le local. Puis là, tu es en train de me dire que moi, dans une région que je suis entouré de producteurs qui font du lait, là, je vais aller acheter une crème qui est faite aux États-Unis pour la rapporter ici pré-alcoolisée. J'ai dit, vous êtes malade, là? T'sais? Mais là, ça a été toute une patente pour le vrai, là, parce que là, il a fallu que, premièrement, qu'on trouve de la crème, qu'après ça, qu'on trouve une machine pour l'homogénéiser. Puis là, en plus, nous autres, ils nous ont mis des bâtons des roues parce que là, nous autres, on était des artisans. Fait que là, finalement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait une plainte contre nous autres, mais là, ils nous ont interdit de louer les installations au centre de recherche pour aller faire ça parce que là, en tant qu'artisans, nous autres, on n'avait plus le droit de sortir d'alcool de chez nous. Fait que là, on a réussi à se trouver un homogénéisateur en Ontario qu'un dude faisait genre des arômes avec, puis là, lui, il voulait grossir de machine, puis il se départissait de sa machine. Puis finalement, pogne cette machine-là, esprit. Mon père, avec mon frère, ils l'ont tout réparé, on l'a renippé. On a fait venir un gars pour tout fine-tuner ça. Puis finalement, on a réussi à faire notre crème, là, mais c'était tout un avarie. Puis en fin de compte, là, à l'heure actuelle, on est encore une des seules crèmes, sinon la seule crème alcoolisée au Québec qui est faite avec de la crème du Québec. Ah oui? Ouais. Mais la crème, entre parenthèses, américaine, là, pré-alcoolisée, qu'est-ce qu'elle a, dans le fond? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que... Parce qu'on s'entend que la crème, là, habituellement, de la crème pure, il faut que tu la laisses dans le frigidaire, puis encore là, à un moment donné, elle va finir par passer date. Mais la crème, une boisson alcoolisée avec de la crème, ça reste sur le comptoir, ça, puis il n'y a pas de problème. Là, exact. Parce que l'affaire, pour que ça reste stable, en fin de compte, là, c'est toute là, l'importance de l'homogénéisation. Parce que, tu sais, nous autres, quand tu rajoutes de l'alcool, ça protège le gras qui est à l'intérieur. Parce que, tu sais, mettons, l'homogénéisation, ça fait comme éclater les particules de gras en plein de particules. Puis, en mettant l'alcool avec, mais ça va devenir comme un tout homogène. Puis c'est là, en fin de compte, que ça va être protégé. Tu sais, si tu fais pas d'homogénéisation, là, la crème va splitter de l'alcool, puis là, ça va faire comme la crème va se ramasser sur le top, puis c'est là que la crème, après ça, va se remettre à fermenter à l'air libre. Mais tant qu'elle est bien homogénéisée, t'as pas d'enjeu avec ça. Ouais. OK. Ouais. Là, t'es rendu, là, t'as fait plusieurs études. T'es rendu avec combien de maîtrises? Tu en as parlé de 2 tantôt, là, t'as suivi d'autres formations. Ah non, là, tu fais pas des maîtrises. Oh, là, tu maîtrises comment faire de l'alcool. C'est pas ça, mais après ça, c'est ça, j'ai fait un bac en droit à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques à l'Université de Strasbourg, parce que moi, j'aimais bien toutes les questions de sciences, de sciences politiques européennes. Puis après ça, c'est ça, bref, le petit parcours, après ça, avec ce bagage-là, mais j'ai décidé d'aller travailler dans un ONG en Bolivie pour parfaire, en fin de compte, mes connaissances, c'est ça, des sciences sociales, la politique, la gestion d'organisation. Puis après ça, je me suis dit, il me manque vraiment de connaissances en matière administrative, terrain, ressources humaines, gestion, les chiffres. Fait que là, j'ai décidé de faire ma maîtrise, c'est ça, en administration, spécialisée sur les coopératives et les mutuelles. Là aussi, je suis revenu à l'Université de Sherbrooke. Puis avec ça en main, mais là, au début, j'ai fait plus des contrats de recherche, de consultation. Puis la vie m'a mené à aller travailler pour une municipalité qui se cherchait une direction générale. Puis je suis comme, à la place d'aller dans un autre pays, ça pourrait être le fun là, de me mettre les mains à la pâte. Puis je voulais vraiment être sur le terrain, puis voir comment ça fonctionnait, puis toucher, comment refaire comment gérer pour faire les routes, comment gérer des comités, des bâtisses, des services incendies. Bref, j'ai trouvé ça super stimulant, mais
le fait de pouvoir être son propre patron, de ne pas avoir à gérer, mettons, des problématiques de gestion de compte de taxes, puis des patentes comme ça, puis de dire, je suis mon propre patron, on produit notre matière première, on transforme plein de produits, on crée du bonheur d'une certaine façon, parce que le monde, ils viennent nous voir, sont sur le party, ils veulent visiter des trucs, c'est l'agro-touriste, puis c'est ça qui est le fun, fait que moi, je trouve que ça l'a donné vraiment un autre envol, un autre volet de ma vie. Puis je trouvais ça intéressant parce que même si là je me mets la main dans les ruches, mais je fais encore de l'administration, je fais de la gestion, le développement, puis mon côté curieux, mais je continue toujours à le faire avec le volet apiculteur gourmand que je fais on the side aussi pour aller à la rencontre des producteurs, aller faire découvrir aux gens qu'au centre du Québec, mais c'est une région qui est méconnue, là, tout le monde, quand il pense à l'agro-tourisme, tout le monde dit « Oh, mais je vais aller à l'île aux Coudes, je vais aller dans Charlevoix ou en Gaspésie. » Tandis que moi, je suis comme... Ou les dinosaures au Madrid. Ah non, le centre du Québec. C'est quoi? Les dinosaures au Madrid. Ah non, exact. Puis votre poutine est bien bonne, tu sais. Fait que, tu sais, c'est correct, là, tu sais, la poutine, moi, pour le vrai, là, j'adore ça, la poutine, là. Mais en même temps, tu sais, il faut pas dire que le centre du Québec, surtout maintenant, là, ça se résume pas juste à ça, là. Tu sais, il y a tellement des producteurs qui font des matières premières vraiment excellentes, là, tu sais, dans toutes les sphères d'activité. Après ça, des transformateurs qui les mettent en valeur de façon vraiment là, excellente. Puis ça, c'est sans compter aussi même les restaurateurs. Il y a de plus en plus de tables qui mettent ces produits-là en valeur, là. Tu sais, puis moi, je trouve que actuellement, c'est quelque chose qui est pas assez, il y a pas assez de promotion qui est liée à ça. Puis en tout cas, moi, je voulais m'en faire un devoir d'une part de les découvrir puis de continuer à faire ce que j'aimais, mais en même temps de le partager aux gens puis essayer de les apporter à la découverte de ce que moi j'aimais. Good. Hey, là, on va redécortiquer un peu des affaires. OK, ouais, c'est bon, parce que quand je parle, c'est vrai, des fois, je m'emporte. Oui, c'est ça, parce que là, on a passé du coq à l'âne pas mal, là. On a fait un pas pire résumé en très peu de temps, parce que tu as de la jasette. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui a de la jasette, ça facilite ma job. T'as commencé avec des ruches. T'as commencé avec 2 ruches, 4 ruches, 6 ruches. Là, aujourd'hui, t'en as combien? À ce temps, on en a 115. OK. Oui, 115 ruches. Pas mal dans les alentours de Kings Falls. Oui, nous autres, on les garde, on en a un peu à Kingsley, à Sainte-Élisabeth de Warwick, puis on en garde à Saint-Christophe d'Arthabasca. Puis moi, il y a un de mes amis que lui, il en a aussi pas mal. Lui, il en a 3000. Puis lui, il vient m'aider, il m'en loue une partie pour que nous autres, on ait assez de miel. Là. Fait qu'il m'en loue une partie, puis là, il vient m'aider à m'occuper des ruches parce qu'à un moment donné, on en a par-dessus la tête. Là. On fournit pas de tout faire ce qu'on a à faire. Là. Fait que c'est vraiment lui qui nous aide à tout coordonner ce volet-là maintenant. Là. Puis là, bon, quand tu vas voir tes ruches, tu y vas à peu près combien de temps? Tu te disais 12 jours tantôt, c'est ça? Oui, d'habitude, c'est une ruche, il faut aller la visiter aux 12 jours environ, une ruche. Okay. Parce que, tu sais, il faut, d'une part, s'assurer que tout va bien dans la ruche, puis aussi, il faut s'assurer que, tu sais, il n'y a pas une nouvelle reine qui est en train de se former. Parce que, tu sais, normalement, c'est ce qu'on parle, tu sais, une ruche, ça prend à peu près 14 jours à naître, en fin de compte. Là. Donc, s'il y a une nouvelle reine qui se crée dans la ruche, puis que nous autres, on la repère pas, mais là, il y a un risque d'essaimage, en fin de compte. Puis l'essaimage, c'est le fait que la moitié de la ruche va partir avec la nouvelle ruche, avec la nouvelle reine. Fait que là, ça split ta colonie en deux automatiquement. Là. Puis là, ça, t'as pas le goût, en fin de compte, de faire ça. Fait que, parce que tu perds la moitié de la puissance de ta ruche d'une certaine façon. Là. Fait que là, tu sais, faut que tu reconstruises tout pour qu'elle ait assez de force pour aller ramasser ton pollen, aller chercher du miel dans le champ. Fait que nous autres, c'est pour ça qu'on trouve que c'est vraiment important d'aller faire cette inspection-là. Puis après ça, on s'assure aussi de faire l'ensemble de nos contrôles, s'assurer qu'il n'y a pas trop de parasites qui peuvent rentrer dans la ruche. Qu'on parle du varroa, qui est un genre de petit parasite là, qui suce le sang des... Mais c'est pas le sang des abeilles, mais c'est plus la matière grasse de l'abeille là, qu'on a découvert dernièrement, certains chercheurs, là, puis qui affaiblit les abeilles. Là. Fait que, là, il faut faire des traitements pour faire en sorte de diminuer la présence de ces parasites-là. Puis après ça, maintenant, il y a des nouveaux parasites aussi qui font leur apparition. Tout dernièrement, depuis les 2 dernières années, il y a le petit coléoptère. Là. C'est un genre de parasite qui a traversé la frontière américaine, puis même celle de l'Ontario de plus en plus. Là. C'est comme c'est un genre ça ressemble à un coléoptère, genre là. Puis lui, il va faire ses besoins dans le miel, puis là, ça va faire fermenter le miel, en fin de compte. Là. Puis là, ça va comme
vraiment comme scraper la nourriture de la colonie puis l'équilibre de la ruche. Ouais. Eh ben, OK. Puis, mais on sait quoi l'insecte là, qui est... je cherche le nom de l'insecte. Des hornets. C'est quoi des hornets? Ouais, les guêpes. Non, c'est pas des guêpes, ça, les hornets. Les frelons. Des frelons, oui. Y en a-tu de ça par ici? Non, mais ça, en tout cas, on va toucher du bois, là, parce que tu as deux types de frelons là, qui sont des grosses problématiques, surtout en Europe. Tu as les frelons asiatiques, puis tu as des frelons européens. Hein. Les frelons européens, ils en ont découvert quelques-uns, mais ils sont moins, c'est moins un enjeu pour les colonies, mais les frelons asiatiques, dernièrement, ils en ont découvert dans le coin en Colombie-Britannique, qu'on avait vu, là, mais ça s'est pas encore rendu jusqu'ici. Là. Mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, que j'ai vu comment ça s'est passé là, pour certains producteurs aux États-Unis ou encore même, c'est ça, dans l'Ouest, puis surtout en Europe. Là, puis tu sais, ça fait des ravages là, quand ça rentre. Tu sais, ils disaient que 10 frelons asiatiques, c'était capable de décimer une ruche au complet là, en 45 minutes. Là. C'est gros, là. Il y en a des je me souviens pas comment ils s'appellent, ceux de la Colombie-Britannique, là. Tabarouette, c'est un méchant bétail, là. Non, exact. Là, pour le vrai, moi, j'ai vu des gars là, équipés pour aller les chercher, là. Et tabarouette, c'est des scaphandres, pour le vrai, parce que c'est violent, cette patente-là. Ça pique, puis ça peut piquer à répétition, là. Ah non, c'est pas drôle, pour le vrai, là. Ah oui, non, c'est vrai. Bon, là, quand tu vas dans ta ruche, bon, là, tu vas voir s'il y a d'autres reines pour éviter d'avoir un essaimage. Oui. Là, après ça, tu as des cadres dedans. Tu sais, il y a tout le temps des affaires à verticales, c'est ça? C'est des cadres, dans le fond, que vous appelez ça? Oui, ça, c'est des cadres, exact. Hein. Parce que, tu sais, en réalité, la façon que ça fonctionne, tu as comme une boîte dans le bas. Ça, c'est ta boîte à couvain qu'on appelle. Là. Fait que là-dedans, dans cette boîte du bas-là, c'est là que, tu sais, la reine va pondre ses œufs. Fait que, tu sais, d'habitude, t'as un peu de nourriture qui est là. Après ça, t'as des cadres avec du pollen à l'intérieur. Puis, tu vas avoir vraiment la place où la reine va pondre. Puis, nous autres, d'habitude, tout dépendant, il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça, là, mais tu peux mettre 1 à 2 boîtes, qui sont, on appelle des boîtes qui sont des hausses en réalité. C'est là-dedans que les abeilles que la reine va pondre ses œufs. Puis elle peut pondre à peu près 2000 œufs par jour, à peu près. Hein. Fait que, tu sais, elle est au toast. Fait que, il y a quand même un bon roulement dans tout ça. Puis après ça, nous autres, on va mettre ce qu'on appelle une grille reine entre mettons, la dernière boîte de couvain qu'on a. Puis après ça, la boîte où est-ce qu'on va ramasser le miel. Là. Fait que là, c'est là que par la suite que le miel, quand que les cadres vont être pleins, nous autres, quand c'est le temps de la récolte, on parle qu'il faut qu'il y ait à peu près 7 cadres sur 10 qui soient pleins à peu près entre 70 et 80 %. Fait que là, c'est là que, quand ils ont comme un cap de cire par-dessus, là, ce qu'on appelle l'opercule, là. Une fois que le cadre il est capé comme du monde, là, ça veut dire que le cadre, il y a le bon taux d'humidité, en fin de compte. Là. Fait que là, c'est là que nous autres, on va ramasser ces cadres-là. Puis après ça, nous autres, souvent, quand on les ramasse, mais ils sont pas tout le temps prêts, fait que là, on va les laisser se déshumidifier un petit peu avant. Puis après ça, une fois qu'on va être prêt à faire l'extraction, quand on aura fait la lecture du bon taux d'humidité du miel, là, on va faire l'extraction du miel pour pouvoir le mettre dans nos barils. Il arrive quoi si le miel est un petit peu trop humide? Peux-tu se gaspiller? Qu'est-ce qui Oui, s'il est trop humide, en réalité, il va fermenter. Fait qu'il va faire de l'hydromel sans qu'on veuille. Fait que c'est pour ça que nous autres, on veut pas que ça arrive, ce volet-là. non, c'est bien sûr. OK. Bon, fait que là, tu vas extraire. Là, tu enlèves la couche de cire. Fait que, tu sais, quand il y a des chandelles à cire d'abeille, c'est ça, dans le fond? C'est ce qui est par-dessus ton miel? Quand on y va avec la cire, pour faire les chandelles, mais d'une part, il va avoir la cire qu'on va récupérer en désoperculant les cadres, mais il va aussi avoir la cire quand on va refaire fondre les cadres. Parce que des fois, les cadres, à la force d'être utilisés, mais ils vont devenir comme trop sales d'une certaine façon. Là, puis les abeilles, la reine ne voudra plus pondre dedans. Fait que, ou encore, les abeilles ne voudront plus nécessairement mettre du stock à l'intérieur. Fait que nous autres, on les gratte pour les faire fondre dans le fondoir, puis après ça, les abeilles peuvent reconstruire en eux les cadres en cire. Hein. Dans le fond, là, quand tu parles de reconstruire le cadre, est-ce qu'on parle comme le nid d'abeille, dans le fond? Oui, en réalité, mettons, quand tu as le cadre, là, c'est vraiment comme le rayon, là, c'est vraiment une structure soit en bois ou en plastique. Puis souvent, nous autres, on va mettre un fond. Le fond, il va être soit en plastique ou encore en un genre de feuille de cire d'abeille. Puis là, nous autres, d'habitude, c'est ça qu'on met mettons, dans la ruche la première année. Hein. Mais là, après ça, les abeilles, eux autres, mais ils vont comme construire, ils vont comme fabriquer la cire pour faire les cellules qu'on
qu'on connaît, en fin de compte, là, faire les petits hexagones. Là. Fait que là, ils vont comme faire ces hexagones-là avant de remplir avec le miel. Puis là, nous autres, normalement, c'est pour ça que quand on extrait le miel, on va utiliser des extracteurs pour pas briser ces rayons-là, pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Fait que, tu sais, mais là, quand ils viennent trop maganer, mais là, les abeilles, c'est ça, ils vont les réparer ou plus vouloir les utiliser. Puis là, quand ils veulent plus les utiliser, on les gratte, puis on en remet une nouvelle. Comme ça, les abeilles, ils repartent en eux. Maintenant, on essaie d'éviter ça parce qu'une abeille, mettons, en matière d'énergie, là, on dit, faire un résumé facile, là, on dit que ça prend 2 fois plus d'énergie à une abeille pour faire de la cire que de faire du miel. T'sais. Fait que, moi, je préfère que mes abeilles passent leur temps à remplir le cadre de miel que de fabriquer de la cire pour les cadres. Oh non, c'est bien sûr, parce que là, si tu as tous des cadres vides, il faut qu'ils fabriquent tout le nid. C'est pas, il faut pas de miel durant ce temps-là. Là. Non, exact. Là, c'est pas optimal en matière de temps. Oh non, c'est ça. Bon, quand tu viens pour extraire, là, est-ce que c'est une machine centrifugeuse, dans le fond, que tout le miel sort? Oui, il y a plusieurs sortes de machines, mais la nôtre, c'est une machine centrifugeuse, c'est genre une grosse machine à laver. Hein. Fait que là, on va corder les cadres dedans de façon, on va les mettre à la verticale. Là. Fait que là, avec la force centrifuge, là, mais après les avoir désoperculés, d'après avoir enlevé la couche de cire qui le protège sur le dessus, oui. Mais là, on va le mettre dans l'extracteur, puis le miel va se ramasser sur les parois, puis il va couler dans le fond tranquillement. Puis nous autres, on va le récupérer, puis là, on va l'envoyer dans un maturateur, en fin de compte. Là. Puis le maturateur, en réalité, c'est juste qu'on prend le miel, on va le mettre dans ce contenant-là en le filtrant. Fait que ça, on va retenir comme les détritus, parce qu'on s'entend, des fois, il reste des bouts végétaux, une petite patte d'abeille ou des patentes de même, des fois que ça arrive. Là. Puis là, on va le filtrer. Puis après ça aussi, le miel, on va laisser reposer parce que, tu sais, quand on vient de l'extrait, il y a des bulles d'air, des patentes, fait que là, on laisse comme remonter, puis que la petite écume remonte aussi sur le top, là, tu sais, celle qu'on n'aurait pas réussi à filtrer. Puis là, après ça, là, on est capable de l'envoyer, après ça, de le pomper pour l'envoyer dans nos barils pour le garder tout au long de l'année si on veut l'utiliser. Hein. C'est ça, parce que lui, le miel, une fois que là, tout est filtré, il est mis dans un baril. Il n'y a pas de danger qu'il moisisse, là. Là, il est tout bon taux d'humidité, puis ça se garde pas du miel, là. Tu sais, la seule affaire qui peut arriver, là, le miel, là, c'est que ça cristallise. Tu sais, c'est sûrement déjà arrivé là, chez vous, là, tu sais, le miel, il pogne comme en peigne, hein? Puis là, tu sais, ça devient comme un gros bloc de cire. Là. En réalité, c'est plus qu'il est plus bon, c'est juste qu'il est cristallisé. Hein? Fait que nous autres, même, ça arrive souvent, après 3-4 mois qu'ils sont dans les barils, mais nous autres, ils vont comme jammer souvent. Là. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On a comme des chambres pour comment dire, décristalliser les affaires. Fait qu'on rentre le baril dans une pièce qui va être à 40 degrés Celsius à peu près. Puis, parce qu'on veut pas, nous autres, le pasteuriser, on veut qu'il garde ses bonnes propriétés. Hein. Fait que là, ça va juste comme reliquifier le miel. Puis après ça, on va être bon pour qu'il soit malléable et qu'on puisse l'utiliser pour nos diverses transformations. Hein. Est-ce que le miel devient clair après ça? En réalité, il va devenir liquide, mais le niveau de clarté du miel, mais ça dépend vraiment de la sorte de nectar qui a été butiné par l'abeille. Tu sais, mettons, si je prends un miel de fleurs de bleuet, là, un miel de fleurs de bleuet, il est vraiment, vraiment plus pâle, en fin de compte. Là, au goût même, il va être plus fruité, tu sais, un peu plus floral. Tandis que, mettons, mon miel de verge d'or et de trèfle, mais lui, il va être un peu plus foncé, en fin de compte. Là. T'sais, mais celui qui est vraiment le plus foncé que nous autres on récolte, c'est notre miel de sarrasin. Hein. Dépendant de la quantité de sarrasin qu'il y a dedans, mais il va être, des fois, il peut arriver presque noir comme de la mélasse, puis il va avoir un goût presque de galette à amelasse, vraiment très céréalier. Ouais, vraiment, là, c'est vraiment fou que tout dépendant où est-ce que l'abeille va butiner, ça va donner un goût totalement différent au miel. Là. Est-ce que tu fais des alcools, mettons, avec du miel que tu as fait à partir de miel de sarrasin, par exemple, ou ça... Oui, comme le rhum alternatif qu'on fait, notre tapis rhum, là, on prend le miel de sarrasin, on le fait caraméliser pour faire une genre de mélasse de miel. Après ça, on prend cette mélasse-là, on va la faire fermenter pendant 1 mois. Puis après ça, après l'avoir fait fermenter, on va la distiller. Puis après l'avoir distillée, on va l'envoyer dans des barils. Tu sais, des barils qui ont eu du brandy dedans ou du bourbon. Puis là, ça va donner un autre côté aussi. On va les laisser là pendant 1 an. Ça va donner de la profondeur à l'alcool. Ça va y apporter des tanins. Genre, ça va vraiment être super intéressant. Là. Ouais. Il y en a qui font ça dans le sirop d'érable, ils laissent ça dans un baril de bourbon. Ils laissent vieillir là, je ne sais pas combien de temps. Puis, on a déjà goûté du sirop de même, puis ça vient donner un petit goût là, au sirop. Là, qui est... un petit oomph de plus. Hein, oui, c'est vraiment pas méchant. Là. Puis même l'affaire qui était intéressante, nous autres, on a commencé à travailler avec un tonnelier, lui, qui était à Sainte-Sophie d'Halifax. Hein, puis lui, il construit les tonneaux de A à Z à partir du bois d'ici. Hein.
Fait que là, ils fabriquent le tonneau, puis là, on a commencé à faire vieillir des alcools dans ces tonneaux-là. Comme il y en a une alcool bientôt qu'on va sortir parce que on aime ça aussi, essayer plein de patentes. Là. On a des amis à Saint-Félix de Kingsley, là, Jardin Champ de Vie. Hein. Eux autres, il y avait des courges de surplus dans leur caveau cet hiver. Puis là, on jase parle. Puis là, on s'est dit, hey, on pourrait essayer de faire un alcool avec vos courges qui restent de plus en le mélangeant avec notre miel. Fait que là, on a pogné leurs courges qui leur restait en plus. On a fait un feu avec du bois d'érable qu'on avait ramassé. On a fait une fois que la braise était bien là, on a mis toutes les courges par-dessus. Fait que là, on les a fait cuire genre pendant un bout. Puis tu sais, en même temps, il était fumé. Après ça, on a comme pogné toute la chair des courges. On l'a tout mis en genre de boîte. Là. On l'a mélangé avec notre miel. Après ça, on a envoyé ça fermenter. Puis une fois que ça a été fermenté, mais là, on l'a distillé. Puis là, on l'a envoyé dans une barrique, une petite barrique, là, on appelle ça une douelle, là, quand c'est vraiment une petite barrique de 50 litres. Là. Fait qu'on a envoyé ça dans la douelle qui a été faite par le gars qu'on connaît à Sainte-Sophie d'Halifax. Puis là, on l'a envoyé vieillir pendant 1 an. Puis là, on y a goûté dernièrement. Là. C'est vraiment impressionnant. Ça goûte un peu comme la tequila, là, les genres de les bonnes mescales, là, un peu fumées et tout ça. Là. Ça va vraiment chercher ce côté aromatique-là, super intéressant. Puis c'est vraiment le côté de la courge qui a été fumée qui va chercher ces saveurs-là. Là. Fait que ouais, c'est super le fun. Là. Avais-tu vu ça quelque part ou t'as pondu ça de même, on fait de l'alcool avec des courges? Ah, mais en réalité, mon frère, il avait vu un autre gars qui avait fait un truc similaire, mais lui avec des citrouilles, je pense, à la distillerie de la Chaufferie. Puis il dit, hey, mais on pourrait faire ça, nous autres aussi, avec ça, tu sais. Fait que, bref, tu sais, nous autres, c'est tout le temps genre des terribles qu'on se dit, hey, on va essayer de faire telle affaire, tu sais. Puis là, à un moment donné, on essaye des trucs. Puis là, nous autres, on met toujours le miel en valeur quand même dedans, mais on aime ça avoir des partenariats avec du monde qu'on connaît, genre là, tu sais, même, tu sais, mettons avec Sébastien là, de la fromagerie Warwick que tu parlais, on aime ça, essayer des affaires comme là, on veut essayer de faire un fromage avec une croûte avec un de nos alcools, une croûte avec un de nos alcools. Après ça, avec un autre producteur qui lui fait des saucissons, mais là on a commencé à faire un partenariat pour qu'il fasse un saucisson avec notre gin dedans. T'sais. Bref, on aime ça. On aime ça essayer de se réseauter, de créer des partenariats, de s'entraider puis de faire rayonner nos produits de plein de façons différentes. Là. Ah ben ça, c'est le fun, ça. C'est vraiment amusant. Oui. Quand tu crées une nouvelle alcool, là, on passe un peu du coq à l'âne, on parlait des abeilles, on s'en passe à l'alcool. Quand tu crées quoi de nouveau, là? Oui. Côté technique ou administration, es-tu obligé de le déclarer à la Régie des alcools et des jeux? Ou vu que tu as un permis, tu as le droit de faire ce que tu veux? Ou, non, c'est vraiment, comme on l'a dit, l'expression a pain in the ass. Hein? Parce que l'alcool, c'est un des secteurs les plus réglementés. Là? Ouais, parce que, d'une part, on a tout le volet provincial avec la Régie des alcools qui encadre la fabrication de ça. D'autres, on a le MAPAC aussi parce qu'on fabrique aussi des sauces, des choses comme ça. Puis, après ça, au fédéral, on a l'Agence de revenus du Canada aussi qui nous encadre parce que ça prend d'autres, on a comme ce qu'on appelle un entrepôt d'assises là, pour pouvoir entreposer nos choses sans avoir à payer de droits dessus, puis blablabla, genre, fait que, tu sais, il y a bien du taponnage par rapport à tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis après ça, quand on fabrique, mettons, une nouvelle alcool, pour répondre à ta question, mais tu sais, nous autres, d'une part, à toutes les fois qu'on transforme mettons, notre produit en vin de miel avant ou en hydromel, mais là, dès là, il faut le déclarer, tu sais, puis après ça, toutes les étapes que ce miel-là va passer sous sa forme alcool, mais il faut qu'on leur en fasse une déclaration dans des registres parce que le cher gouvernement nous charge des taxes sur ça. Fait que, c'est là qu'ils suivent vraiment comme l'ensemble de l'épopée de nos alcools dans nos installations. Fait que ta maîtrise en administration est vraiment pratique. Non, exact. Mais surtout en droit. Surtout en droit, parce que pour le vrai, là, des fois, il y a des dédales administratifs, puis juridiques, là, que je comprends pas, mettons, quelqu'un qui a pas de connaissances là-dedans, là, qui pour s'y retrouver, là, des fois, là, même moi, là, des fois, je me suis ostiné avec des fonctionnaires là, parce qu'on n'avait pas la même interprétation puis qui me disaient que telle affaire, fallait que je déclare telle affaire. Sans niaiser, là,
on s'y retrouve pas, là. Ça devient des fois là, des dédales de fou. Là. Ça, c'est sans compter la SAQ, quand tu veux commercialiser certains de tes produits à la SAQ. Mais là aussi, là, cette machine-là, là, c'est un monstre en soi. Là, c'est super utile là, pour pouvoir mettre en marché certains de nos produits, mais ça reste d'une complexité certaine. Oui, non, il n'y a rien de facile ici, là. Non, exact. Là. Ça serait trop beau si on pouvait faire ce qu'on voulait. Là, ça, c'est sans compter juste la réglementation en soi là, par rapport aux alcools. Là. C'est vraiment déficient aussi. Là, j'ai un autre chapeau aussi là, dernièrement pour essayer de faire valoir notre voix. Mais on s'est réunis avec plusieurs autres producteurs d'hydromel et d'alcool de miel au Québec. Là, on a créé notre association. Puis là, c'est ça, j'ai ramassé la présidence de l'association aussi pour essayer de faire valoir nos divers dossiers, là, autant au provincial qu'au fédéral. Là. C'est toujours du taponnage, essayer de faire valoir nos points puis de nous faire reconnaître parce que, tu sais, on s'entend, nous autres, on est des petits producteurs qui font notre affaire on the side, puis là, après ça, quand on arrive dans les grosses machines avec ceux qui font du lobby puis qui font valoir leurs points, puis là, hey, tu rentres là, dans les accords de commerce internationaux, tu sais, juste, mettons, te donner un exemple dernièrement qui nous est arrivé, là, tu sais, nous autres, dernièrement, il y a eu la plainte de l'Australie. Là, je ne sais pas si tu avais entendu parler là, que l'Australie elle a fait déposer une plainte à l'OMC contre le Canada pour dire qu'il avantageait les producteurs de vin du Canada puis que ça contrevenait à l'OMC. Tu sais, un peu comme les États-Unis ils font tout le temps avec les producteurs laitiers ici puis tout ça. Là. Mais là, ils ont fait pareil avec les producteurs d'alcool, mais surtout de vin du Québec. Ben, pas du Québec, mais du Canada. Puis là, actuellement, c'est qu'ils ont mis tous les vins dans le même package. Fait que ceux qui font du vin de raisin, ceux qui font du cidre, parce qu'ils considèrent ça au fédéral comme du vin de pomme, puis nous autres qui fait du vin de miel, mais là, ils nous ont tous mis dans le même package. Puis là, pour arrêter le conflit avec l'Australie, on dit « Ah, mais il n'y a pas de problème. D'abord, à la place que d'avantager nos producteurs, mais on va retaxer tout le monde. Tu sais. Fait que tout le monde va être taxé. Là, on va vous mettre un programme compensatoire, genre là, mais qu'il ne va pas compenser la moitié de qu'est-ce qu'on va avoir à dépenser réellement. Là. Fait que là, tu sais, là, ils vont mettre ça en place. Puis là, nous autres, comme petits producteurs, on est comme moi, mais là, ça n'a pas de bon sens que vous mettiez tout dans la même affaire. Mais là, tu te retrouves dans ces dédales-là, là, quand toi, tu as ta production à t'occuper puis tes autres affaires là, à gérer dans ta business. Puis là, tu te rends à être obligé d'aller rencontrer du monde pour leur dire, essayer d'avoir un rendez-vous avec le ministère de l'Agriculture au fédéral pour leur faire valoir ton point de vue puis de leur dire, ah, mais là, c'est pas correct la façon que vous faites. Puis là, il faut que tu montes un argumentaire sur le tout. C'est comme, tabarouette pour le vrai. Là. Je suis quand même content d'avoir les connaissances que j'ai, mais des fois, tu te dis même malgré ça, là, c'est vraiment intense qu'est-ce qu'on peut avoir à affronter quand tu n'es pas organisé en gros lobby puis tout ça. Puis, je peux comprendre d'autres producteurs dans d'autres types, d'autres volets de l'industrie agricole qui se retrouvent à devoir défendre des enjeux, des problématiques qu'ils doivent vivre. Puis que, des fois, à mon sens, je me dis, si moi je me sens démuni, il y en a sûrement plein d'autres qui se sentent démunis aussi dans leurs divers secteurs d'activité. Hein. Tabarouette, OK. J'aurais jamais pensé que tes études en droit auraient servi à quelque chose dans ce côté-là. Ouais. Mais là, tu l'expliques, là, puis tabarouette, une chance que tu l'as. Non, mais, tu sais, puis en réalité, là, tu sais, c'est ça, des fois, on se demande toujours, des fois, pourquoi on fait telle affaire ou telle affaire, mais, tu sais, moi, je trouve que c'est juste toujours des outils qu'on met dans notre banque à outils, tu sais, puis après ça, tu sais, tu sais, oui, ils me servent pas nécessairement tous les jours, mais en même temps, quand j'en ai besoin, mais je l'ai, tu sais, puis, tu sais, souvent, moi, surtout en administration, là, moi, la chose que je me suis rendu compte, là, c'est que moi, j'étais un généraliste. Comme je connais pas plein d'affaires dans le détail, mais en même temps, la chose que je sais, c'est que quand j'ai besoin d'aide, il y a des spécialistes autour de moi que je peux approcher, puis qu'ils vont m'aider, puis ils vont m'aiguiller, puis je suis capable de reconnaître que mes connaissances ont une limite, puis qu'il faut que je sache comment m'entourer. Fait que je pense que c'est là qui est l'enjeu pour plusieurs. Des fois, en ce moment, c'est encore plus compliqué quand on n'est pas en mesure de pouvoir se fier, mettons, à des employés qui vont rester, puis tout ça. Il faut savoir s'entourer d'experts à l'externe qui vont pouvoir nous donner un coup de main pour nous donner de l'air. Ah, ben c'est bien sûr. Colique. Ouais. Là, tu es rendu que tu fais combien de sortes d'alcool au total? C'est une bonne question. Ça fait longtemps que je ne les ai pas comptés. T'en as pas rien que 4, là. Non. Je pense que, en matière de fort, mettons les spiritueux en tant que tels, là, je pense que on est rendu avec une 12aine de spiritueux. Ah oui? Après ça, oui, on fait, maintenant, je suis rendu, mettons, j'ai 2 gins, j'ai 1 eau de vie. Après ça, j'ai 3 rhums alternatifs, nos apirums. Après ça, j'ai ma crème alcoolisée.
bientôt, je vais avoir mon brandy. J'ai mon eau de vie de courge. Après ça, là, genre, j'ai ma liqueur de miel au café. Après ça, fait que 10. Après ça, j'ai 2 mistels. 3 mistels. J'ai comme 2 alcools qui coûtent le pain d'épices. J'ai un style de Porto au miel. Après ça, ça. Ouais, fait qu'il y avait ça, c'est ça. Après ça, j'ai 2 hydromels, un à 11%, un à 8%. Après ça, j'ai 5 hydromels en canette. Puis, en matière d'alcool, c'est pas mal ça. Après ça, dans les sauces, on est rendu avec 5 sortes de sauces, une moutarde, un vinaigre de vin de miel. On a, mettons, on est rendu avec, mettons, j'ai 3 sortes de miel liquide. À ma boutique, j'ai 1, 2, 3, 4 sortes de miel crémeux. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Après ça, on va des chandelles, des wraps écologiques. Après ça, ouais, c'est pas mal ça. On vend comment dire, des t-shirts, des casquettes, des patentes de même aussi. Hein, avec, puis la boutique, dans le fond, est à Kings F House? Oui, où est-ce qu'on fait la transformation? En fin de compte, dans le parc industriel. Là, fait on s'est fait une boutique là. Puis après ça, les gens peuvent à partir du 16 mai, on va commencer les visites guidées. Donc, on fait des visites guidées qui durent à peu près une demi-heure. Après ça, pendant une demi-heure, on a une dégustation qui accompagne la visite. Puis les gens même peuvent venir sur place. Tu sais, on fait des petits cocktails aussi. On va vendre des bouchées quand le monde veut chiller un peu quand ils sont en vacances. Tu sais, fait que, tu sais, vraiment, on s'est fait un petit attrait agro-touristique chez nous. Là. Ah, ben, hey, c'est bien le fun, ça. On va essayer d'aller voir ça, c'est sûr. Du Mistel. T'es le bienvenu. Du Mistel. C'est quoi ça? Une Mistel, en réalité, là, c'est comme, mettons, comment dire, c'est un alcool qui n'a pas fermenté. Tu sais, mettons, on prend la base d'un hydromel. Mettons, tu mélanges du miel, de l'eau, mais on met pas de levure. Puis après ça, nous autres, on rajoute de l'alcool fort déjà distillé. Puis il faut que ce produit-là soit en bas de 21%. Tu sais, fait que ça c'est un Mistel. Tu sais. C'est comme un peu comme un Porto. Tu sais, les Portos, c'est comme un vin qui rajoute de l'alcool dedans pour arrêter la fermentation. Mais nous autres, il n'y a pas de fermentation. Fait que c'est pas un vin fortifié, c'est un Mistel parce qu'il n'y a pas eu de fermentation initiale parce que pour éviter qu'il y ait une fermentation, on a comme fait la base d'un vin, mais on l'a arrêté en mettant de l'alcool dedans. Fait que ça rentre dans la catégorie des Mistels. Là. OK. Non, je connais pas ça pantoute. Je connais pas grand-chose dans l'alcool fort, là. Tu sais, mettons, dans les grandes catégories, là, quand on les regarde, c'est ça, tu sais, mettons, tu as le vin de miel ou l'hydromel qui est vraiment la fermentation sans aucun ajout. C'est vraiment jusqu'où la levure peut se rendre en mangeant le sucre qui se retrouve dans le miel puis qui va le transformer en alcool. Ça, on a le vin. Après ça, le Mistel, c'est ce que je t'expliquais tantôt. Après ça, on a les vins fortifiés. C'est ça, mettons, on laisse partir une fermentation puis on l'arrête en mettant de l'alcool fort dedans. Après ça, on a la liqueur. La liqueur, c'est le même concept qu'une Mistel, mais c'est on monte l'alcool en haut de 23%, puis il faut qu'il y ait autour de 100 grammes de sucre résiduel. Puis là, mettons, si tu veux faire quelque chose de plus sucré qu'une liqueur, tu sais, souvent, comme une crème de cassis, là, du kir, puis des affaires comme ça, ils appellent ça une crème, parce que là, tu es en haut de 250 grammes, autour de 250 grammes de sucre résiduel dans ton produit. En fait que là, à partir de là, ils appellent ça une crème ou un crément, là, mais tu sais, souvent, c'est la même affaire, liqueur, crème, c'est comme dans les mêmes eaux. Là. Fait que, puis après ça, finalement, tu as le spiritueux. Le spiritueux, c'est vraiment l'alcool qui a distillé, qui a passé dans l'alambic. T'sais. OK. Mais dans le fond, toutes tes alcools sont faits à partir de miel. Ouais, la grande majorité de mes alcools, mais moi, tout est fait à partir de miel, mais comme mes Mistel, des fois, moi, j'utilise un alcool neutre d'ailleurs parce que au début, j'avais pas mon alambic. Fait que ces produits-là, j'avais pas le choix de les faire à partir d'un alcool qu'on achetait ailleurs. Puis là, étant donné qu'on les avait fait de même, mais ceux-là, mes anciens, en fin de compte, d'avant mon permis de distillation, mais je les ai continués comme ça parce que c'est comme ça que les gens étaient habitués de les consommer. Mais tous mes nouveaux alcools sont tout le temps faits à partir de mon alcool de miel que j'ai fait dans mon alambic. OK. Ça veut dire que j'ai fait, mais c'est plus mon frère, là, c'est mon frère qui est plus le distillateur. Là. Moi, comme on dit, moi, je suis celui qui s'occupe de coordonner les affaires. C'est celui qui utilise son cours de droit. Exact. Hey, du miel, là, c'est quoi le pourcentage de sucre qu'il y a là-dedans?
En réalité, c'est ça, il y a à peu près, si tu enlèves l'eau qu'il y a dedans, tu sais, qu'on parlait d'un 18% d'eau, là, fait que le reste, c'est du sucre pas mal. Tu as un 80 à 82% de sucre. Comparativement, mettons, au sirop d'érable. Le sirop d'érable, t'es peut-être autour de 66%, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, c'est pour ça que nous autres, ça prend un petit peu moins de miel, mettons, pour fermenter. À quantité égale, là, ça prend moins de miel que de sucre, que de sirop d'érable pour faire une fermentation, tu sais. OK. Ouais. Mais les deux, c'est des sucres qui sont durs à fermenter, parce qu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. Fait que, il faut les splitter avec beaucoup d'eau, puis il faut aider les levures, nous autres, en mettant des nutriments à l'intérieur de notre mélange pour donner un genre de booster aux levures pour qu'ils travaillent bien, puis qu'ils travaillent adéquatement sans donner des goûts bizarres à l'alcool non plus. Là, fait que ça aussi, c'était à force d'essais d'erreurs, de formation qu'on a réussi à gager la bonne façon de faire travailler les levures avec le sucre qui se retrouvait dans le miel. Là. Ben, c'est sûr que là, c'est toute une école, là, tout ce que tu as fait là. Y a-tu des manières de travailler avec chaque alcool? Puis même des fois, l'hydromel, c'est pas comme un spiritueux, là. Non, exact. Puis même quand on travaille la base, mettons, on dit que ça prend une base d'hydromel pour faire un spiritueux, mais même la base qu'on va d'ici, nous autres, mais on la travaillera pas de la même façon qu'on va faire un hydromel à boire. T'sais. Fait que vraiment, ça va être des façons différentes de travailler ça. Puis même dernièrement, là, on vient de s'associer avec quelqu'un qui, lui, est vraiment spécialisé dans la gestion des levures puis des élevages de produits en barrique. Puis on est en train d'essayer d'utiliser certaines levures dites plus sauvages ou encore plus locales pour essayer de faire fermenter certains de nos produits. Là. Mais là, on est vraiment dans la phase recherche et développement par rapport à ça, là, parce que on veut que ça goûte bon avant de le mettre en marché. Là, fait que là, on est dans notre phase test. Ça arrive-tu des fois qu'après avoir tout fait des étapes, finalement, ça goûte pas bon, t'as scrappé une batch ou... Oui, définitivement. Pour le vrai, là, ça l'arrive. On le fait tout le temps en petit, fait que ça fait moins mal au cœur. Fait que, au début, quand on fait nos batchs, on le fait en 20 litres. Fait que là, on fait comme, ah non, ça, on l'a pas eu. Fait que, souvent, on essaye soit de le dissiller pour faire un alcool neutre qu'on peut utiliser pour d'autres affaires. Mais des fois, ça arrive que c'est vraiment scrap. Puis on fait comme, ben, c'est scrap. Fait que... On l'a échappé celle-là, mais en même temps, si on faisait pas d'erreur, on faisait pas de test, mais on resterait tout le temps dans les mêmes chaussettes, puis on n'avancerait pas. Là, fait que... Non, c'est ça. On va parler aussi un peu de ton autre métier, un peu. L'apiculteur gourmet. Ouais. C'est comme ça que je t'ai découvert sur TikTok. Puis après ça, j'ai commencé à suivre ta page Facebook. Là, tu te promènes. Tu pognes des produits, tu goûtes aux produits. Oui. Pas mal dans le centre du Québec, un peu partout. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment dans la région du centre du Québec, puis encore plus dans le coin de Victo. Mettons, Victo est un peu plus large. Vraiment, je fais plus, mettons, autour de Kingsley, je fais comme 25 km autour de Kingsley à peu près. Hein. Fait que, je voulais vraiment comme en plus, là, on fait des... mais ça, c'est en parallèle avec la miellerie. Là. On a décidé de commanditer une émission de radio pour faire ça. Fait qu'aux 2 semaines, on va à la rencontre d'un secteur d'activité qui fait de la transformation alimentaire. Comme on a fait... mettons, c'est ça, la première émission, on a fait une dégustation des bacon qui étaient produits dans la région. Après ça, on a fait des viandes fumées. On a fait les cabanes à sucre. Bientôt, là, on va faire les pâtisseries qui se font. On a fait les chocolatiers. Là, on va faire des fromages aussi bientôt. On fait des fromages de vache. Après ça, on va faire les fromages de chèvre. Puis après ça, tu sais, même, moi, ça me dérange pas, on va aller à la rencontre de d'autres producteurs d'hydromel, d'autres distilleries aussi qu'il y a dans le coin, des ceux qui font de la bière, qui font du vin, qui font des légumes, qui font du kombucha. Bref, on va vraiment toucher à plein d'affaires pour montrer qu'au centre du Québec, là, mais il y en a une diversité de produits, tu sais, puis que, tu sais, c'est ça, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour les découvrir. Puis moi, ça me tentait de, tu sais, parce qu'à un moment donné, on en parlait entre nous autres, puis on se disait, oui, mais pourquoi il n'y a personne qui en parle, puis qui en fait la promotion, puis ça serait le fun là, que le monde en parle plus. Plus je suis comme, tu sais, à la place de tout le temps avoir, tu sais, un peu comme notre business, on s'est dit, à la place de toujours attendre que quelqu'un le fasse, puis fasse un truc, on se dit, pourquoi on le prend pas en main, là? On va le faire, puis on va en parler, là, tu sais, puis exact, à un moment donné, là, tu sais, c'est comme de dire, on va le prendre en main, puis
ça va le faire connaître, tu sais. Puis après ça, oui, nous aussi, sûrement, on va faire des erreurs, on va peut-être pas le présenter de la façon la plus optimale possible, tu sais. Puis en même temps, ça va nous permettre de développer nos capacités oratoires, de voir comment on va articuler nos choses, de trouver des façons de le présenter pour que ça l'accroche l'attention des gens. Puis tu sais, moi, je trouve juste là, tu sais, ça a accentué la façon que même moi, mais aussi notre entreprise, on pouvait se réseauter avec d'autres producteurs qui font des trucs super le fun. Ça m'a apporté à découvrir des choses super intéressantes là, qui se faisaient dans le coin, des entreprises que je pensais en connaître toutes les connaître, mais en réalité, il y en a encore plein que je connais pas, puis il y en a plein de nouvelles là, qui pop un peu tous les jours. Là, puis je trouve que c'est vraiment le fun c'est ça, d'aller à la rencontre des gens, puis de voir comment c'est ça, on peut se réseauter d'une part entre producteurs, puis après ça, entre producteurs puis restaurateurs. Tu sais, je pense qu'il y a tellement un gros gap, puis un manque de discussion, de dialogue entre un peu tout le monde, les divers intervenants. On dirait que tout le monde travaille dans son silo, puis il fait sa patente. Puis là, tu sais, là, c'est comme moi, je fais des fraises, mais je vends mes fraises, puis ça reste là. Après ça, l'autre, moi, je fais du miel, mais là, je vais juste faire mon miel. Puis en même temps, tu sais, si on commence juste à tous se parler puis à collaborer ensemble, on se rend compte qu'il y a des synergies qu'on peut faire, il y a des trucs qu'on peut apporter encore plus loin. Puis, tu sais, en tout cas, nous autres, notre mantra, ça a toujours été, là, tu sais, c'est un peu cliché, là, mais de dire, nous autres, on préfère avoir une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un petit crise de gâteau, tu sais. Fait que, nous autres, je pense que, tu sais, c'est la façon qu'on voit le développement de nos affaires, tu sais. Non, mais c'est le fun de... Moi, c'est un peu ça avec les podcasts, dans le fond. Ouais. C'est un peu comme toi, c'est de faire découvrir, puis ça m'amène à découvrir d'autres choses. Puis les podcasts, là, j'ai eu plusieurs personnes qui ont des boutiques à la ferme, puis tabarouette, c'est une deuxième job à ce qu'ils ont. Faire la promotion de ses propres produits, maintenir la boutique, tu sais, puis t'as quand même un risque, là. Tu sais, il a fallu que tu payes ton boucher dans bien des cas, puis tu peux avoir un congélateur qui saute. Tu sais, il y a tous des trucs de même. Ben beau, t'es assuré, là, c'est bien le fun, là, mais t'as perdu ton contenu pareil, là. Faut que tu recommences. Exact. Moi, c'est comme je vois ça comme une deuxième job dans leur cas. Puis je trouve ça beau ce qu'ils font. Tu sais, il y en a gros qui mettent ils ont un produit spécial qu'ils vont travailler différemment, tu sais, pour essayer de se démarquer. Tu veux pas. T'es pas pour tout le temps faire, tu sais, les boutiques à la ferme, là, c'est pas du McDonald's, pas tout le monde pareil, là. Ils ont tout de quoi de spécial, puis c'est le fun d'aller découvrir ça. Pas loin de chez vous, Stéphane Roy, le port des Rois, des saucisses. Ah ouais. Les saucisses, c'est fou. C'est fou qu'est-ce qu'ils font, là. Moi, tu sais, comme nous autres, moi, je parle souvent à Chris pis tout ça, là, tu sais, qui est vraiment plus celui qui gère la boutique, là. La boutique, puis, tu sais, moi, j'adore ça, on est allé faire des events avec eux autres, puis même dernièrement, on a fait un événement, là, ça s'appelait la cabane à miel, là, puis on se trouvait bien drôle, là, parce qu'à la place de faire une cabane à sucre comme tout le monde fait, là, nous autres, on s'est dit, on va tout faire avec du miel. Fait que là, Chris il avait fait cuire son jambon avec notre miel. Nous autres, on faisait du miel sans neige pour que le monde mange des bâtons de miel sans neige, tu sais. Fait que on s'était vraiment fait thématique comme ça, puis ça avait été une super collabo, là, tu sais. Eux autres aussi, là, je trouve que la façon qu'ils travaillent leurs produits, là, ils ont vraiment... Ils ont du caractère, ils ont une signature, tu sais. Je trouve que c'est vraiment intéressant, tu sais. Même dans le même coin, juste à côté, t'as la ferme des 2L aussi, Hélène, avec tout ce qu'elle fait là, à la ferme, là, puis la façon que elle a toujours voulu triper à transformer plein de trucs, là. Fait que, tu sais, elle fait autant de l'agneau, de la vache, elle fait vraiment plein de trucs là, qui l'amusent en fin de compte. Là. Puis c'est ça qui est beau à voir. Là. Elle fait des tourtières, elle fait des gros, elle fait plein d'affaires. Là. C'est vraiment le fun. Là. Fait que... Ah non. Puis c'est le fun ce que tu fais aussi. Tu sais, comme vous l'avez vu les vidéos TikTok où ce que tu goûtais les fromages. Le Limerick 1972 puis le Frangile là, de la fromagerie Warwick. Oui. C'est lequel le préféré entre tes deux? Entre ces deux-là? Moi, le mien, moi, comment dire, moi, je préfère les pâtes molles, tu sais, fait que... Le Limerick? Moi, je préfère le Limerick, personnellement, là. Il est écœurant. Moi... il est bon en tabarouette, ce fromage-là. La dernière fois, quand j'y étais, c'était la semaine de relâche, on avait été glissé à Gleason. Puis j'ai dit, m'en ramenant en passant, il n'y en avait plus. J'étais déçu en tabarouette.
Mais le Limerick, là, c'est vraiment là, un des meilleurs fromages, je pense, que j'ai mangé. Moi, là, comment dire, quand j'ai étudié en France, j'étais dans la région de Strasbourg, là, puis eux autres, il y avait un fromage, le Munster, en fin de compte, là, puis je trouve que, tu sais, il y a comme le Munster, au Québec, il est vraiment dur à trouver de la même façon parce que, tu sais, il est toujours trop vieux quand il arrive ici, mais moi, qu'est-ce que j'aimais, c'était le manger comme un jeune Munster, puis quand j'ai goûté au Limerick, là, ça me rappelait directement ces notes-là, tu sais, t'as des notes un peu plus champignons, tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment le fun, presque pas terreux, là, mais tu sais, on est vraiment. Je trouve j'adore la façon que tu sais, l'humidité du fromage est travaillée, genre, puis surtout, moi, je l'aime vraiment bien gros sur des patates là, avec des oignons puis tout ça. Tu sais, moi, je te prépare un beau petit plat, je le coupe en deux, je le mets direct sur le plat, j'envoie ça au four, là. Et tabarnache! Ouais, moi, ça fait le bonheur de tout le monde. T'es en train de me donner faim. Oui, bon, c'est parfait. Écoute, René, on va parler un petit peu. Toi, tu es apiculteur, OK. Ça te prend des fleurs pour nourrir tes abeilles. Ouais. Nous autres, là, en agriculture, là, les producteurs agricoles comme moi, je suis dans la grande culture, là, j'ai pas d'animaux. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Moi, regarde, ce que j'ai fait aller jusqu'à date, j'ai fait des bandes riveraines chez nous. Ouais. Puis, bon, j'ai des arbres, qu'il y en a qui fleurissent. J'ai essayé une nouvelle essence d'arbre qui s'appelle du Karaganier de Sibérie, qui fait des fleurs qui seraient très mellifères. Et entre le pays de plastique où sont les arbustes et la décharge, j'ai semé souvent un mélange de plantes, mais il y en a un, j'ai planté beaucoup de trèfle dedans. Fait que le trèfle, je le laisse monter en fleurs. Quand les fleurs commencent à faner, là, je passe le tracteur à gazon dedans. Ça repousse, ça revient en fleurs. Ouais. Mais pour ceux qui ont pas fait comme moi, mettons, qu'est-ce qu'eux autres peuvent faire pour essayer de vous donner un petit coup de pouce? Souvent, c'est les herbicides, les pesticides qui sont comme la cause, mais non, ils n'ont pas de fleurs. Puis un agriculteur biologique, il fait la guerre aux mauvaises herbes mécaniquement. Il n'y a pas plus de fleurs chez eux. Là. Fait que, parce que, mettons, c'est sûr, certain, le problème avec mettons, les pesticides, les herbicides, là, souvent, c'est où est-ce que ça se ramasse dans l'environnement. Souvent, je sais que dernièrement, il y a des efforts qui se sont faits pour avoir des nouveaux semoirs qui faisaient en sorte que. Parce que, mettons, quand tu prends la semence enrobée, là, c'est que la petite poudre autour de la graine, en fin de compte, là, mais souvent, elle se retrouve dans l'air, mais surtout, la grosse problématique, c'est qu'elle se retrouve dans l'eau. Fait que là, mettons, avec l'eau de ruissellement, genre, mais là, les abeilles, quand ils vont s'abreuver, mais là, c'est là que ça les empoisonne, en fin de compte, tu sais. Oui, mais ils ont visé un peu peut-être à la mauvaise place, d'après moi. Souvent, là, dans ce temps-là, avec les néoniques, c'est tout le temps le maïs qui était pointé en premier parce que 100% du maïs était traité au néonique. Oui. Puis là, ils ne regardaient pas le soya parce que pour eux autres, il y avait rien que la moitié du soya qui était, à ce moment-là, il y avait que la moitié du soya qui était traité. Sauf que il y a beaucoup plus de produits qui étaient appliqués à cause du soya parce que sur un grain, tu as 250 microgrammes de matière active, de néonique dessus. Dans le maïs, tu vas semer 80 000 plants à l'hectare à peu près, ce qui donne à peu près 20 grammes de néonique dans un hectare. Mais dans le soya, tu vas planter de 250 à 500 000 grains à l'hectare. Oui. Parce que puis le soya, il ne faut pas oublier une chose. Quand il sort de terre, le grain sort de terre. Puis des fois, il sort de terre avec toute la protection autour du grain. Oui. C'est de la manière qu'il lève. Le problème, là, moi, te dire bien franchement, il n'était pas dans le maïs, il était dans le soya. Mais moi, je pense que même dernière. Le stock est vraiment collé dessus. Ouais. Il n'y a pas de poudre dans le temps. Avant que les néoniques arrivent, on utilisait des petits sachets de poudre qui s'appelaient du DLC. Oui. Fait que ça, on mélangeait ça là-dedans, on brossait ça avec un petit bâton, on mouchait rose, on avait les mains roses, on mangeait des sandwichs avec du rose et sandwichs. Ça, c'était vraiment. Ah non, ça, c'était vraiment une maudite cochonnerie, là. Ah, non. Fait que lui, avec un planteur à l'air, lui, il s'en retrouvait dans l'air. Mais avec les autres traitements, c'est tellement collé sa semence, je crois plus ou moins que ça pourrait arriver. Mais le problème, moi, je suis convaincu de ma shot, c'était pas dans le maïs, c'était
dans le soya le problème. Puis, tu sais, on s'entend, les abeilles, tu sais, c'est un ensemble de trucs, tu sais, parce que, oui, mettons, les pesticides, les herbicides, c'est des éléments qui ont été ciblés. C'est surtout, c'était dans le cas que, mettons, il y avait des abeilles, des fois, qui arrivaient, puis que, tu sais, mettons, quand ils les évaluaient, qu'il y avait des contaminations. Mais, tu sais, il y a aussi certains épandages. C'est juste le fait, là, on parlait tantôt là, de l'importance de se parler, là. Tu sais, des fois, là, de dire, ça t'en prend un traitement pour telle X patente parce que j'ai une problématique, puis il faut que je les traite, en fin de compte, là, mes choses. Mais, tu sais, parlez aux apiculteurs qui sont proches de chez vous, puis dites-le, là. Tu sais, parce que moi, c'est arrivé, mettons, un gars où j'étais allé faire de la pollinisation dans ses fraises. Puis il m'a dit, hey là, René, j'ai pas le choix. Il faut que je mette tel produit parce que moi, sinon, je vais perdre une partie de ma production puis tout ça. Mais tu sais, moi, je l'ai apprécié parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais le soir est arrivé. J'ai fermé mes ruches, je les ai apportés à 2 kilomètres de là, le temps qu'il fasse son traitement. Puis après ça, quand j'étais sûr et certain, 3 jours après, que c'était correct, puis tu sais que mes abeilles n'iraient pas boire qu'est-ce qui est tombé ces feuilles puis que tu sais ça s'est ramassé dans la rosée, mais je les ai rapportées là, tu sais, puis je n'ai pas eu de problématique là. Tu sais, si juste tu sais, parce qu'on s'entend, là, nous autres, on veut pas que personne perde son gagne-pain, puis on peut pas changer l'ensemble de la face de l'agriculture du jour au lendemain là. Mais tu sais, si au moins on est capable de se parler entre nous autres puis de dire hey, tu vois des ruches là, à telle place, là, mais tu dis, hey, comme on sait tout là, qui met des ruches à telle place, puis telle place, tout le monde se parle, calique, là, dans les petites municipalités. Là, fait que, juste de se parler, de comme l'avertir quand j'ai des traitements que je sais qui sont particulièrement nocifs pour les abeilles, avec tout bon agronome va être capable de vous renseigner par rapport à ça. Moi, je pense que déjà là, c'est un point que je trouve qui est important. Après ça, tu parlais des bandes fleuries, c'est sûr et certain que ça, c'est intéressant parce que, tu sais, avec les nouvelles techniques, comme tu parlais, là, tu sais, à cette heure, le trèfle, il n'y a même plus le temps de fleurir, là, tu sais, fait que, tu sais, avant, quand, juste qu'on, on pense, mettons, au nombre de coupes qu'il y a, là, par année, là, tu sais, il y en a qui ont 3 coupes, j'ai déjà entendu parler, certains qui allaient à 4 coupes de foin, genre, là, tu sais, c'est sûr et certain, là, que t'as pas le temps d'avoir grand fleur là-dessus, là, tu sais, puis que les abeilles n'ont pas le temps d'aller s'alimenter là, tu sais, puis on s'entend à ce temps des prairies laisser lousse pour que le monde aille dessus. Tu sais, moi, il y en a quelques places qu'on va parce que le monde il laisse ça en jachère, puis que j'en masse de verges d'or, puis d'autres patentes de même. Tu sais, je m'arrange pour les envoyer, là, mais tu sais, il y en a plus de tant que ça, là, des spots de même, là, tu sais, puis ils sont surtout bons à l'automne, là, parce que le reste de l'année, j'ai pas tant de trucs que je peux aller ramasser là, tu sais, fait que c'est sûr et certain que d'une part de laisser fleurir les bandes riveraines, d'avoir des endroits, juste les bords de fossés aussi, là, ça va être, moi j'ai fait de la sensibilisation auprès de notre municipalité pour dire, en même temps, là, oui, ça peut être l'air un peu fou au début là, d'en laisser pousser les fleurs dans le fossé, là, mais je dis laisse-les donc pousser, là, qu'est-ce que ça change à ta vie? Moi, ça me fait de la bouffe pour mes abeilles pendant ce temps-là, là. C'est comme, il n'y en a pas de problème, là, dans notre municipalité, nous autres, on a fait le défi pissenlit aussi, là, qui vise les municipalités, mais aussi les citoyens, puis tout ça, juste de dire, au mois de mai, là, sauvez donc de l'énergie, laissez pousser vos pissenlits, esprit, là. Nous autres, c'est parfait, là. Ça fait de la rentrée de pollen, de la rentrée de nectar, parce que on s'entend au début, le destin-site, il n'y a pas grand-chose, le destin-site, moi, les abeilles, ils vont ramasser un peu de pollen dans les érables, dans les saules, dans les trantes, il y a un peu de fleurs qui commencent à pousser, mais moi, le gros boom, c'est quand le pissenlit va arriver, Okay. Ouais, ben, j'ai commencé ça l'année passée. Moi, les pissenlits, là, je les laisse pousser, puis quand ils fanent, là, je vais tomber. Mais pas avant. Moi, dirais ça. Ouais, ça. Une fois qu'ils deviennent blancs, là, tu passes dessus parce que tu ne veux pas que non plus pour avoir un certain contrôle, mais en même temps, dérange pas personne, là, c'est comme. Ben non, ben c'est ça, c'est rien. Un petit coup de pouce aux abeilles. C'est pas grand-chose, mais ça le prend. Non, exact. Moi, je pense que l'important, c'est plein de petits gestes qui vont faire en sorte qu'on va essayer d'améliorer les affaires, là, puis c'est en se parlant, en essayant de trouver des solutions, en disant. C'est ça, juste pour. Moi, j'en connais du monde, ils apportent leur ruche au canneberge, mais là, l'agriculteur, où est-ce qu'il était, mais il avertissait, mais l'autre à côté, mais il disait rien, puis il shootait, là, le vent, il change de bord, puis ça scrapait tout, là, mais c'est juste comme, prenons donc le temps de se jaser, c'est comme, ça demande pas grand-chose, puis, oui, des fois, ça se peut qu'il y ait des trucs que ça fonctionne pas, mais, c'est déjà ça d'essayer, là, Mais juste, mettons, quelqu'un qui a du foin. Juste de laisser une bande de 5 pieds, par exemple, sur le bord d'un fossé, pas fauché, tu le laisses monter en fleurs. C'est pas quelque chose qui devrait faire une grosse différence dans un état financier, là, mais ça serait juste pour le mieux pour tous ceux qui ont des abeilles. Mais pas rien que les abeilles, je veux dire, tous les insectes pollinisateurs, là.
Non, exact. Les papillons, les bourdons, il y en a vraiment plein là, d'autres insectes pollinisateurs aussi. On parle des abeilles, mais c'est ça, il y en a. L'ensemble des pollinisateurs sont bons pour nos écosystèmes, là, parce que pour plusieurs productions, là, peut-être pas nécessairement, mettons, la grande culture, là, mais il y a certaines productions qui, mettons, qu'on pense aux bleuets, aux fraises ou encore même d'un verger, là, sans l'apport de l'apiculture, les rendements seraient totalement différents. Là. Juste d'un champ de fraises, on parle que nous autres, quand on va mettre le nombre de ruches qu'on a besoin, mais c'est à peu près 30% de plus de production qu'ils ont, puis leurs fruits sont plus uniformes, sont plus beaux, fait que parce que quand ils sont pollinisés adéquatement, là, c'est intense l'impact que ça peut avoir là, sur la production alimentaire aussi, là, juste par l'action de la pollinisation. Là, fait que... Oui, exact. Mais c'est sûr que là, présentement, ça va mal avec la cause du varroa. Là. Est-ce que tu as eu beaucoup de pertes ce printemps avec ça? Nous autres, on a eu à peu près 30% de pertes, là, mais l'hiver a été dur parce que comme l'année passée, il a comme fait chaud vraiment plus longtemps. Fait qu'on dirait que le varroa, ça fonctionne par cycle de reproduction. Là. Puis on dirait que le varroa, il a comme eu un cycle de reproduction supplémentaire. Fait que là, les ruches, ils en ont vraiment eu plus. T'sais. Fait que là, c'est ça, quand on est nous autres, on hiverne nos ruches à l'intérieur. Là. Fait que quand on a rentré les ruches, mais les ruches étaient plus faibles. Fait que là, eux autres, il faut qu'ils gardent leur température pendant tout l'hiver. Fait que, là, ils ont consommé beaucoup plus d'énergie, ils étaient beaucoup plus faibles. Puis, il y en a beaucoup qui ont pas passé l'hiver à cause de ça. Là. Mais, il y a beaucoup d'éléments. Là, on parlait que c'était multifactoriel là, parce que tu as le varroa, mais tu as aussi le réchauffement climatique là, qui change totalement l'équilibre des ruches. Souvent, tu arrives à l'automne, mais là, mettons, là, si tes abeilles deviennent trop vieilles, tu n'as pas des jeunes abeilles pour passer l'hiver là, parce qu'il a fait trop chaud, peu importe. Là, mais là, tu te retrouves avec des vieilles abeilles qui vont avoir de la misère à passer l'hiver. Puis là, la reine, elle n'a pas nécessairement le temps de repondre pour repartir une nouvelle colonie avec des abeilles qui vont l'aider à entretenir le couvain pour repartir comme du monde, Fait que, pareil, au début, là, mettons le printemps, si ça y prend du temps à arriver, là, qu'il fait fret, puis que c'est pas prévu, là. Mais là, tu sors tes abeilles, il fait 10 degrés Celsius dehors, t'as pas rien qui pousse. Là, c'est comme, t'es obligé de nourrir tes ruches en attendant qu'il y ait quelque chose qui essaie de sortir, Pareil, comme qu'il y a des sécheresses, c'est la même affaire, là. On parlait tantôt de l'eau, là, qui est important pour les abeilles, là. Mais s'il n'y a pas d'eau qui rentre dans les ruches, là, parce qu'il y a une sécheresse, hein, puis que les abeilles ne peuvent pas aller s'abreuver nulle part, là, ils vont manger le miel. Quand on finit de manger le miel, mais nous autres, il faut laisser de les nourrir des fois pendant l'été parce qu'ils risquent de crever de faim. Là. C'est illogique. Est-ce qu'il faut qu'on nourrisse des abeilles mettons, à certains moments de sécheresse? C'est fou, nous autres, on ne veut pas arriver là parce que dès que tu nourris les abeilles, mais là, tu ne peux plus utiliser le miel parce que là, tu as des rentrées de sucre, puis tu ne veux pas que du sirop de sucre se mélange avec le nectar que toi, tu ramasses puis que tu veux valoriser. Là, fait que c'est là que il y a bien des enjeux à prendre en considération. Puis après ça, sans parler des autres types de maladies, tu as la nosémose, qui est un genre de maladie intestinale des abeilles. Là, ça donne comme une genre de grosse diarrhée aux abeilles, puis là, ça les affaiblit, puis ils se vident totalement de toute question à l'intérieur. Après ça, tu as d'autres, tu as de la loque américaine, la loque européenne. Tu as vraiment plein de trucs qui peuvent rentrer dans tes ruches puis qui peuvent en affecter la santé. Hein. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, quand on parle mettons que les abeilles ont de la difficulté, qu'il y a un concept d'effondrement des colonies, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment plusieurs éléments, là, tu sais. C'est ça, tantôt, on parlait des pesticides, des herbicides, mais tu sais, c'est ça, autant, mettons, les néoniques que ceux qui sont appliqués, mais après ça, c'est ça, il y a plein d'autres choses aussi, là, tu sais, puis après ça, c'est comment travailler pour essayer de diminuer ces divers facteurs de risque-là, tu sais, fait que c'est ça qui est l'enjeu, tu sais, puis qui fait en sorte que tu sais, c'est ça, il faut là aussi pas essayer de travailler en silo puis de se parler pour essayer de trouver des solutions parce que c'est ça, sinon on y arrivera pas, puis après ça, tout un chacun, mais on se campe chacun dans nos positions, puis là, il y a toujours un méchant, puis tu sais, c'est comme ça sert à rien, là, tu sais, on travaille tout parce que on s'entend, on veut tout que nos environnements puis nos écosystèmes, ils nous survivent, esprit, là, tu sais, c'est comme on veut laisser des legs à nos enfants, là, tu sais, fait que je pense que, tu sais, c'est ça, on travaille tous dans la même direction, là, en tout cas, à mon sens. Hein. Oui. Fait penser, l'automne dernier, j'avais écrit sur Facebook que hey, mais on a-tu une belle automne? Mais tu sais, il y en a une qui fait des podcasts avec moi, Marianne Brière, l'agroforestière. Elle aussi, elle a une coupe de ruches. Elle dit ouais, mais nous autres, dans le miel, dans les ruches, c'est d'autres choses, là, parce que là, t'es supposé les hiverner, mais il fait chaud encore. Fait que là, ça les avait comme fourrés d'une certaine façon. Là. Parce que, tu sais, nous autres, on battait du blé d'Inde quand il fait chaud, mais ça a l'air de rien, mais ça coûte bien moins cher de propane. Là. Puis ça coûte bien moins cher de diesel parce que
n'y a rien qui brise, il n'y a rien qui reste pris. Ou, les champs sont solides. T'sais, pour nous autres, c'était merveilleux, mais c'est pas, c'est pas le cas pour tout le monde. T'sais. Non, exact. Là. Mais tu sais, c'est comme... comment dire, c'est ça, il y a toujours quelqu'un qui va être content puis d'autres personnes qui vont être moins contents de la situation, tu sais, c'est comme quand il mouille, à un moment donné, tout le monde est content qu'il mouille, tu sais, mais là, il y en a d'autres que c'est comme tabarnak, peux-tu arrêter de mouiller pour que j'aille faire telle affaire, tu sais, ouais, c'est ça. Bon, puis c'est pas mal, je te dirais, as-tu d'autres choses que tu voudrais nous parler, René? Non, je pense que ouais, on a quand même une bonne discussion là, Ben oui. Oui. Moi, je pense que c'est sûr certain que j'invite les gens s'ils veulent venir nous rencontrer directement à nos locaux à Mielery King, à venir nous voir. On fait ça, des visites guidées, on fait goûter tous nos produits, puis on aime toujours ça voir du monde. Oui, t'as de l'air à aimer le monde puis à vouloir jaser pas mal. Là. T'as pas mal jaser, ça va bien. C'est le fun ça, dans ce temps-là. Excellent. Good. Fait que, écoute, René, moi, c'est sûr que je vais essayer de passer de voir cet été. Ça va être un plaisir. Je vais aller voir ça, les produits, puis de la miellerie, puis toutes ces patentes-là. Là. Moi, je suis bien curieux, puis écoute, j'ai bien hâte d'aller voir ça, d'en connaître plus. Là. De le voir de visu, parce que là, tu me l'expliques, OK, c'est correct, là, mais je suis quelqu'un de visuel, surtout. Ah, mais ça va me faire plaisir de te présenter ça. Là. Bon, ben c'est bien parfait. Si tu veux encore, t'as-tu un site internet, ta page Facebook? Oui. Si vous voulez, notre site internet, c'est www.mielleryking.com. Puis après ça, si vous voulez également suivre les péripéties de notre cher apiculteur gourmet, bien, vous pouvez le faire autant sur Facebook, Instagram ou encore TikTok, comme tu l'as si bien dit. Le Mielery King, le nom vient de où? Pourquoi King? Oui, Mielery King, parce qu'on vient de Kings et Fowl, puis là, on trouvait que c'était intéressant, puis aussi parce qu'on est les rois de la ruche. T'sais. Fait que... Rien bon, de moins. C'est bon. Hey, merci énormément, René, pour ton temps, pour ta générosité. Mais ça me fait plaisir. Puis, sur ça, tout le monde, je vous dis à la prochaine, puis partagez autant que possible sur vos réseaux sociaux. Un gros merci, à la prochaine. Bye-bye.